Mesdames, messieurs, il est des violences qui ne laissent pas de traces bleues sur la peau. Il est des coups qui ne brisent pas les os, mais qui fracassent l'âme avec une précision chirurgicale. La violence dont je vais vous parler aujourd'hui est une violence feutrée, une violence en gants blancs, de celle qui se murmure dans les salons dorés de la capitale entre deux coupes de champagne et un petit four délicat. C'est l'histoire d'une honte. Non pas la honte d'avoir commis un crime, non, mais cette honte terrible, corrosive, contre nature, la honte de ses propres origines, la honte de celle qui nous a mis au monde. Imaginez une mère, une de ces femmes solides, taillées dans le granit et la glaise qui a donné sa sueur, son sang, et jusqu'à la dernière pièce de son bas de laine pour que son fils puisse s'élever, pour qu'il devienne un monsieur. Et imaginez ce fils aveuglé par les lumières de la ville qui en vient à considérer l'amour de cette mère comme une tache sale sur son costume immaculé. L'histoire d'Yvette et de son fils Jean est une tragédie moderne. C'est le récit bouleversant d'un sacrifice payé par le mépris, une histoire qui nous force à nous regarder dans le miroir et à nous demander que reste-t-il de nous lorsque nous renions ce que nous sommes. Tout commence un soir d'octobre dans le 8e arrondissement de Paris. Nous sommes dans une galerie d'art contemporain, un lieu d'une blancheur clinique, où le silence est de rigueur et où l'élégance est une religion. C'est un vernissage. Le tout Paris est là. Des hommes en costume sur mesure des femmes aux silhouettes diaphanes des critiques d'art qui dissertent avec des mots compliqués sur des toiles que personne ne comprend vraiment. L'air est saturé de parfums coûteux et de cette politesse glaciale qui sert d'armure à la haute société. Au milieu de cette foule sophistiquée, une silhouette détonne. C'est une dame âgée 70 ans peut-être. Elle porte une robe de cocktail en soie bleu nuit très belle, très chère, mais qui semble avoir été posée sur elle comme on couvre un meuble ancien. Le tissu tire aux épaules, la coupe ne va pas avec sa posture. Cette femme, c'est Yvette. Elle se tient droite, trop droite, comme si elle craignait de renverser quelque chose. Ses mains surtout trahissent tout. Ce ne sont pas des mains de pianiste ou d'oisive. Ce sont des mains larges, aux jointures épaissies, à la peau tannée par le vent et le froid. Des mains qui ont connu la terre, le pis des vaches, l'eau de Javel et le labeur des champs. Elle serre une flûte de cristal avec une précaution touchante de peur de la briser par mégarde. Un homme s'approche d'elle. C'est un collectionneur influent, un homme courtois qui remarque l'isolement de cette dame. Il sourit, incline la tête et lui pose une question banale, une de ces questions qu'on pose pour meubler le vide. Et vous, chère madame, que pensez-vous de cette juxtaposition des couleurs? Trouvez-vous que l'artiste a su capter l'angoisse urbaine? Yvette rougit. Elle n'a pas l'habitude qu'on lui parle avec tant d'égard. Son cœur s'accélère. Elle veut répondre. Elle veut dire avec ses mots à elle qu'elle trouve ça un peu triste, tout ce gris. Elle ouvre la bouche. Les premiers sons s'apprêtent à sortir, des sons ronds chaleureux, marqués par l'accent rocailleux et chantant de son nord natal. Mais avant même qu'elle ait pu émettre une syllabe, une ombre surgit à ses côtés. C'est un homme d'une quarantaine d'années superbe, le visage lisse, le regard d'acier. C'est Jean-Charles, son fils, ou plutôt celui qui se fait appeler Jean-Charles. Il pose une main sur le bras de sa mère. Le geste semble affectueux pour les témoins extérieurs. Mais si l'on regarde de plus près, on voit les phalanges de l'homme blanchir. Il serre fort, il serre à faire mal. Il coupe la parole à sa mère avec un sourire désolé adressé au collectionneur. « Oh, veuillez l'excuser, maître. Ma mère est fatiguée. Elle a subi un petit accident cérébral récemment. Elle souffre d'aphasie. Elle comprend tout, mais elle ne peut plus parler. N'est-ce pas, maman, hein ?» Il tourne son regard vers elle. Et dans ce regard, mesdames et messieurs, il n'y a ni amour ni inquiétude. Il y a une menace. Une menace terrifiante, muette, qui hurle. « Tais-toi, si tu ouvres la bouche, tu me détruis. » Yvette sent la douleur dans son bras, mais ce n'est rien comparé à la douleur dans son cœur. Elle baisse les yeux. Elle ravale ses mots. Elle se laisse voler sa voix. Elle devient aux yeux du monde cette pauvre vieille dame muette et diminuée.
Le collectionneur s'éloigne avec un petit mot de compassion. Jean-Charles relâche sa pression, mais il ne lâche pas sa mère du regard. Il vient de transformer celle qui lui a appris à parler en une statue de silence. Pour comprendre l'ampleur de cette trahison, il faut quitter les ors de Paris et remonter vers le nord, vers les plaines de betteraves et les corons de briques rouges, là où le ciel est souvent bas, mais où les cœurs sont immenses. Yvette n'a jamais été une Geneviève, ni une dame du monde. Elle était Yvette de la ferme des Trois Chênes, une veuve courageuse qui a repris l'exploitation à la mort de son mari, tué par la silicose, après des années à la mine, car ils faisaient les deux la mine le jour, les champs le soir. Yvette, c'était la force de la nature. Elle se levait à 4 heures du matin, hiver comme été, pour la traite. Elle connaissait le prix du blé, la façon de soigner une fièvre de cheval, et la recette de la tarte au sucre qui réconforte les âmes en peine. Jean était son unique enfant, son trésor. Très tôt, l'instituteur du village avait repéré ce garçon vif, intelligent, qui dévorait les livres. « Madame Yvette », avait-il dit un soir dans la cuisine qui sentait la soupe au lard, « votre fils a des capacités. Il ne doit pas rester à la ferme. Il doit aller en ville faire des études. » Yvette avait écouté. Elle avait regardé ses propres mains abîmées, puis les mains fines de son petit Jean. Elle avait juré qu'il aurait une vie meilleure. Alors elle a travaillé double. Elle a vendu des terres. Elle a vendu son troupeau bête après bête. Je veux que vous imaginiez ce sacrifice. Chaque vache qui partait, c'était un morceau de son cœur, mais c'était un semestre d'études payé à Paris. Quand elle a vendu la Roussette, sa vache préférée, celle qui la suivait comme un chien, elle a pleuré toutes les larmes de son corps dans l'étable vide. Mais quand Jean est revenu diplômé d'une grande école de commerce, en costume-cravate, elle a séché ses larmes. Elle était fière. « Mon fils est un monsieur », disait-elle aux voisines. Elle ne savait pas que ce « monsieur » allait peu à peu tuer le petit Jean. À Paris, Jean a réussi. Brillamment. Il a gommé son accent à force de cours de diction. Il a appris les codes, les vins, les manières de table. Il est devenu plus parisien que les Parisiens. Et pour couronner son ascension sociale, il a épousé Marie-Clotilde. Une femme issue de la vieille noblesse, une famille à particules ruinée, certes, mais riche de mépris et de tradition. Pour entrer dans ce monde, Jean a dû se réinventer. Il est devenu Jean-Charles. Il a inventé des origines floues, parlant d'un père industriel dans le Nord, laissant planer le doute sur une fortune familiale. Yvette, restée à la ferme, était devenue une gêne, une preuve vivante de son mensonge. Puis le temps a passé. Yvette a vieilli. La ferme était trop lourde. Jean-Charles, qui venait d'avoir un fils Aurélien, a eu une idée. Une idée pratique économique déguisée en acte de charité. « Maman !» lui a-t-il dit au téléphone d'une voix pressée, « tu ne peux plus rester seule là-bas. Viens à Paris. Nous avons une chambre de bonne aménagée au-dessus de l'appartement. Tu seras bien, et tu pourras voir grandir ton petit-fils. » Yvette a cru au miracle. Son fils l'appelait « Elle a vendu la ferme définitivement. Elle a fait ses valises, emportant ses photos, son crucifix et quelques pots de confiture maison. Elle est montée dans le TGV, le cœur battant la chamade. L'arrivée fut un choc thermique. L'appartement était situé avenue Victor Hugo. Du marbre, des moulures, des tapis persans. Mais l'accueil fut glacial. Marie-Clotilde la regarda comme on regarde une nouvelle domestique un peu gauche. Et Jean-Charles l'emmena dans le bureau, ferma la porte et lui énonça ce qu'il appelait le règlement. « Maman, écoute-moi bien. Ici, ce n'est pas le village. Les gens que nous recevons sont importants. Ils ne comprendraient pas ta façon de parler. Ton patois, le ch'ti, c'est charmant là-bas, mais ici, c'est vulgaire. Tu m'entends, vulgaire. » Yvette accusa le coup stupéfaite. « Alors voilà, » continua-t-il sans la regarder. « Devant les invités, devant ma belle famille, tu ne parles pas, ou le moins possible. Tu te contentes de sourire. Et surtout, tu ne racontes jamais tes histoires de vaches de boue ou de mine. Jamais. Si on te demande, tu dis que tu t'appelles Geneviève. » Yvette
ça fait trop peuple. Geneviève, c'est mieux. Si tu respectes ça, tu pourras rester et t'occuper d'Aurélien. Sinon, c'est la maison de retraite. La maison de retraite. La menace ultime. Yvette a baissé la tête. Pour l'amour de ce petit-fils qu'elle connaissait à peine, pour ne pas perdre ce fils qu'elle aimait malgré tout, elle a accepté le pacte faustien. Elle a accepté de devenir un fantôme dans sa propre vie. Elle est devenue Geneviève, la grand-mère silencieuse, la gouvernante non rémunérée qui repassait les chemises, préparait les repas en cachette, car Marie-Clotilde prétendait cuisiner et berçait l'enfant quand les parents sortaient dans les galas. L'escalade de l'humiliation fut lente, quotidienne, insidieuse. Yvette vivait dans une solitude effroyable au milieu de ce luxe. Elle n'avait le droit de parler normalement qu'à son petit-fils Aurélien quand ils étaient seuls dans sa chambre. Elle lui racontait les légendes du Nord, elle lui chantait « Le petit quinquin » en chuchotant de peur que les murs n'aient des oreilles. L'enfant l'adorait. C'était son seul rayon de soleil. Mais le pire, c'était pas les dîners. Ah, ces dîners mondains. Jean-Charles et Marie-Clotilde recevaient souvent. Yvette était autorisée à s'asseoir au bout de la table, à condition d'être présentable et muette. Je veux vous raconter ce fameux dîner de Noël. La table croulait sous l'argenterie et le cristal. Il y avait là les beaux-parents de Jean-Charles le comte et la comtesse de... Peu importe, des gens au visage sec et au jugement définitif. On servait des huîtres du foie gras. Yvette, elle n'aimait pas les huîtres. Ça lui rappelait les crachats des mineurs malades, mais elle se forçait à avaler. La conversation inévitablement dériva sur l'actualité sociale. Les grèves, les manifestations, la colère des provinces. Le beau-père, en essuyant ses lèvres fines, lança avec dédain « De toute façon, que voulez-vous attendre de ces gens-là? Ces provinciaux, ces plous, comme on dit, ils n'ont aucune éducation, aucune vision. Ils ne pensent qu'à remplir leur caddie et à bloquer les ronds-points. C'est une France arriérée, sale, bruyante. » Marie-Clotilde ricanait. « Oh, papa, tu es terrible. Mais c'est vrai qu'ils ont un côté animal. Ils ne savent pas se tenir. » Yvette, assise au bout de la table, sentit les larmes monter. Elle serra sa serviette entre ses mains calleuses sous la nappe. Ses ploucs, c'était elle. C'était son mari mort au fond du trou pour chauffer la France. C'étaient ses voisins qui partageaient leur soupe. Elle leva les yeux vers son fils. Elle chercha son regard espérant, priant pour qu'il dise quelque chose. Pour qu'il dise « Arrêtez, je viens de là. Ma mère vient de là. Ces gens ont de la dignité. » Mais Jean-Charles ne dit rien. Pire, il rit. Il rit d'un rire forcé, un rire de courtisan. Il leva son verre et dit « Tu as raison, beau papa. Il faut bien que quelqu'un dirige ce pays pour eux, puisqu'ils sont incapables de comprendre la complexité du monde. » À cet instant précis, quelque chose se brisa définitivement en Yvette. Ce n'était plus de la tristesse, c'était une froideur mortelle. Elle regarda cet étranger en bout de table. Ce n'était plus son Jean. C'était un monstre de vanité, une coquille vide, remplie de vent et de lâcheté. Elle ne mangea plus rien de la soirée. Le silence qu'elle gardait n'était plus un silence de soumission, c'était le silence avant l'orage. Le destin, mes amis, a une façon bien à lui de remettre les pendules à l'heure. Il ne frappe pas toujours là où on l'attend. Le drame le vrai survint 3 semaines plus tard. C'était un déjeuner dominical, plus intime. Juste la famille et un couple d'amis très influents, un banquier et sa femme que Jean-Charles cherchait désespérément à impressionner pour obtenir un prêt. Le petit Aurélien, qui avait maintenant 5 ans, était à table avec les adultes. Il mangeait du poisson, une seule meunière. L'ambiance était feutrée, on parlait de golf et de placements boursiers. Soudain, un bruit étrange, un hoquet, puis un silence. Tout le monde se tourna vers l'enfant. Aurélien avait lâché sa fourchette. Il portait les mains à sa gorge. Son visage virait au rouge puis au violet. Ses yeux étaient exorbités, remplis d'une terreur pure. Une arête. Une maudite arête de poisson plantée en travers de la gorge.
La panique immédiate, absolue, s'empara de la pièce. Marie-Clotilde hurla, se leva, renversa sa chaise, mais resta figée, les mains sur la bouche, inutile. Jean-Charles se précipita, tape dans le dos de l'enfant, mais maladroitement trop fort, pas au bon endroit. Le banquier criait « Appelez les pompiers, appelez le SAMU !» Mais le temps que le SAMU arrive, l'enfant serait mort. Aurélien ne respirait plus. Le sifflement de l'air bloqué était le seul bruit dans la pièce. L'enfant commençait à devenir bleu, ses lèvres viraient au gris. La mort rôdait là, au-dessus de la seule meunière. Jean-Charles, l'homme qui contrôlait tout l'homme qui avait réponse à tout, était tétanisé. Il voyait son fils mourir, et il était impuissant. Sa science mondaine ne servait à rien face à la brutalité de la biologie. C'est alors que le fantôme sortit de l'ombre. Yvette. Elle ne réfléchit pas. L'instinct maternel, l'instinct de survie, cet atavisme puissant des femmes qui ont géré la vie et la mort à la ferme, prit le dessus. Elle bondit de sa chaise avec une agilité qu'on ne lui soupçonnait plus. Elle écarta Jean-Charles d'un coup d'épaule violent, l'envoyant presque valser contre le buffet. Elle saisit l'enfant. Elle le retourna comme un sac de blé, le plaçant sur son avant-bras, la tête en bas. Et là, dans l'urgence, dans la fureur de l'action, le masque tomba. Le pacte de silence vola en éclats. Yvette ne pensait plus au règlement, elle ne pensait plus à Geneviève. Elle hurla de sa voix puissante, sa voix du Nord, sa voix de la terre. « T'inquiète pas, main garçon, mémé est là, allez, crache, crache, le morceau. » Sa voix résonna comme un coup de canon dans l'appartement haussmannien. Elle donna une tape sèche précise entre les omoplates. Une technique de grand-mère, une technique vieille comme le monde. « Allez, dince le dos sort de la saloperie !» tonna-t-elle encore en ch'ti. Au deuxième coup, l'arête gicla sur la nappe blanche immaculée. Aurélien prit une énorme inspiration, un bruit rauque et merveilleux, puis se mit à pleurer à plein poumon. Il était sauvé. La vie revenait. Yvette le serra contre elle, le berçant frénétiquement, murmurant des mots doux dans sa langue maternelle. « C'est fini, Manchiotte, c'est fini, mémé te tient. » Le silence qui suivit ne fut pas un silence de soulagement. Ce fut un silence de stupeur. Jean-Charles, qui s'était relevé, tremblait. Il regardait les invités. Le banquier et sa femme avaient les yeux écarquillés, non pas choqués par le sauvetage, mais surpris par cette explosion de dialecte qu'ils n'avaient jamais entendu sortir de la bouche de la dame muette. La honte, c'est le premier sentiment qui envahit Jean-Charles, pas la gratitude, la honte. Il vit le visage déconfit de sa femme. Il vit l'air interrogateur du banquier. Il crut voir son château de cartes s'effondrer. Sa mère venait de révéler sa vraie nature. Elle venait de souiller ce moment. La rage l'aveugla. Il s'avança vers sa mère qui tenait encore l'enfant. Il lui arracha brutalement le petit des bras, le tendant à sa femme. Puis devant tout le monde, devant le banquier, devant l'enfant qui pleurait encore, il leva la main. Et il gifla sa mère. Un bruit sec, violent. Yvette vacilla. Sa joue devint écarlate instantanément. Jean-Charles, le visage déformé par une haine froide, siffla entre ses dents. « Tu as osé parler avec ce dialecte immonde devant mes invités. Tu me fais honte, tu n'es qu'une paysanne. Dégage dans ta chambre. » Le temps s'arrêta. Le banquier se leva, scandalisé par le geste. Marie-Clotilde elle-même sembla choquée par la violence physique. Yvette, elle ne pleura pas. Elle porta lentement la main à sa joue brûlante. Elle regarda son fils. Vraiment regarder. Et pour la première fois depuis des années, elle ne vit plus son petit Jean. Elle vit un étranger. Un homme pauvre, infiniment pauvre, malgré ses millions. Elle se redressa. Elle lissa sa robe. Elle retrouva en une seconde toute la dignité des reines de France. Elle ne dit pas un mot. Elle tourna les talons et quitta la pièce, laissant derrière elle un malaise si épais qu'on aurait pu le couper au couteau. Cette nuit-là, l'appartement de l'avenue Victor Hugo dormait. Mais pas Yvette. Dans sa petite chambre de bonne, elle ne dormait pas. Elle faisait sa valise. Sa vieille valise en cuir qu'elle avait gardée sous le lit. Elle y mit ses vêtements simples, ses photos, son crucifix.
Elle laissa les robes de soie et les bijoux fantaisie que Jean-Charles lui avait achetés pour « faire bien ». Elle ne voulait rien de lui. À 5 heures du matin, l'heure où elle se levait jadis pour la traite, elle descendit l'escalier de service. Elle posa une enveloppe sur la table de la cuisine, à côté de la machine à café expresso chromée. Elle sortit dans la rue. Paris était encore endormie, grise et froide. Mais pour Yvette, l'air n'avait jamais été aussi pur. Elle respira à plein poumon. Elle arrêta un taxi. « Gare du Nord, s'il vous plaît. »« Vous partez en voyage, ma petite dame ?» demanda le chauffeur. Yvette sourit, un vrai sourire. « Non, monsieur, je rentre chez moi. » Dans l'appartement, quelques heures plus tard, Jean-Charles trouva l'enveloppe. Il l'ouvrit les mains tremblantes, sentant confusément que sa vie venait de basculer. Il n'y avait pas de lettre d'excuse, pas de demande d'argent, juste une phrase écrite d'une écriture d'institutrice appliquée, mais dans cette langue qu'il avait voulu tuer, « J'ai mis au monde un Jean, pas le Jean-Charles qui frappe sa mère. Adieu. Je ne suis plus ta Geneviève. Je suis Yvette. » La suite de l'histoire est une leçon de justice immanente. Le départ d'Yvette ne fut pas sans conséquence. Le banquier témoin de la scène de la gifle fut profondément écœuré. Il refusa le prêt à Jean-Charles, prétextant un manque de fiabilité morale. « Un homme qui frappe celle qui lui a donné la vie ne peut pas gérer mon argent », aurait-il dit dans un dîner. La rumeur se répandit. Dans ce milieu, l'apparence est tout, mais la violence crasse est mal vue. Jean-Charles fut petit à petit ostracisé. Marie-Clotilde, de son côté, ne supporta pas l'image de ce mari violent. La lâcheté, elle pouvait tolérer. La brutalité physique sur une vieille dame qui venait de sauver leur fils, non. Elle demanda le divorce 6 mois plus tard, obtenant la garde exclusive d'Aurélien. Elle emmena l'enfant voir sa grand-mère dans le Nord régulièrement sans Jean-Charles. Et Yvette. Ah, Yvette, si vous allez aujourd'hui dans ce petit village du Nord, cherchez la maison au volet bleu, celle où il y a toujours de la lumière et une odeur de café chaud. Elle est là. Elle n'a pas racheté sa ferme, mais une petite maison de briques avec un jardinet. Elle a retrouvé ses voisines, son accent, sa liberté. Elle parle fort, elle rit, elle raconte des histoires. Elle est la reine de son quartier. Elle a perdu un fils, c'est vrai, et la douleur est toujours là, tapie au fond de son cœur de mère. Mais elle a retrouvé sa dignité. Et parfois, quand son petit-fils Aurélien vient la voir pour les vacances, il s'assoit sur ses genoux et lui dit « Mémé, raconte-moi l'histoire de la vache roussette en ch'ti. » Et Yvette raconte. Et sa voix, cette voix qu'on a voulu éteindre, s'élève claire et puissante, libre comme le vent du Nord. Mesdames, messieurs, n'oubliez jamais d'où vous venez. Vos racines ne sont pas des chaînes qui vous retiennent, ce sont des ancres qui vous empêchent de dériver dans la tempête de la vanité. Aimez vos mères, avec leurs mains abîmées et leurs mots maladroits. Car le jour où cette voix s'éteindra pour de bon, aucun silence ne sera plus lourd à porter. Dites-moi, chers auditeurs, auriez-vous eu le courage d'Yvette? Auriez-vous tout quitté pour sauver votre honneur? J'attends vos réactions. À très bientôt.